Avez-vous déjà pris une décision stupide et maintenant vous regardez en arrière et vous vous dites « Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Ou avez-vous déjà fait confiance à une personne ou embauché une personne que vous n'auriez pas dû? Maintenant, avec le recul, tout semble si évident, mais pour une raison quelconque, vous ne pouviez pas le voir à ce moment-là. Ou encore, vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous deviez choisir entre deux choses, mais pour une raison étrange, vous n'arriviez pas à vous décider? J'ai récemment lu un livre de psychologie intitulé « The Art of Thinking Clearly » de Rolf Dobelli qui explique comment la plupart d'entre nous font des choix et des décisions stupides au quotidien qui finissent par nous coûter beaucoup d'énergie, de temps et d'argent. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de 7 conseils tirés du livre qui vous aideront à penser de manière judicieuse. Conseil numéro 1, l'effet Zeigarnik. Un groupe d'étudiants et de professeurs d'université se rend dans un restaurant à Berlin. Le serveur prend commande sur commande, y compris les commandes spéciales, mais ne note rien. Contre toute attente, après une courte période d'attente, chacun reçoit exactement ce qu'il a commandé. Ce serveur a une mémoire impressionnante, pense-t-il. Plus tard, après avoir quitté le restaurant, l'une des élèves remarque qu'elle a oublié son foulard dans le restaurant. Elle y retourne, trouve le serveur à l'incroyable mémoire et lui demande s'il l'a vue. Il la regarde d'un air absent. Il n'a aucune idée de qui elle est ni de l'endroit où elle était assise. Lorsqu'elle semble un peu offensée, le serveur répond « Je garde chaque commande dans ma tête, jusqu'à ce qu'elle soit servie. » L'étudiante en question est l'étudiante en psychologie russe Bluma Zeigarnik. Elle a découvert par la suite que la plupart des gens fonctionnent plus ou moins comme ce serveur, et ce comportement a été appelé l'effet Zeigarnik. Il stipule que les tâches incomplètes ont tendance à rester dans notre conscience. En revanche, une fois que nous avons terminé une tâche et que nous l'avons cochée sur notre liste mentale, elle est effacée de notre mémoire. Si vous avez déjà dû étudier pour un examen difficile et que vous avez oublié tout ce que vous aviez étudié dès que vous avez quitté l'examen, vous savez exactement ce que je veux dire. La bonne nouvelle est que notre cerveau est très efficace pour oublier toutes les choses dont il pense que nous n'aurons plus besoin. La mauvaise nouvelle? Les affaires inachevées occupent une grande partie de notre énergie. Alors, que faire pour s'en débarrasser? D'autres recherches ont prouvé à Zeigarnik qu'il n'est pas nécessaire de terminer les tâches pour les effacer de la mémoire. Un bon plan d'action suffit, un plan qui vous permet de vous détendre en sachant que tout ce que vous avez à faire est couvert. Fini le vide dans votre tête en gardant sur vous un petit bloc-notes. Chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose à faire, notez-le et, si possible, écrivez aussi comment vous comptez vous y prendre. Vous vous recentrerez ainsi sur le présent. Cochez les éléments de votre liste de choses à faire si vous avez eu une journée productive. Vous aurez ainsi l'impression qu'un fardeau a été enlevé de votre dos. Cela vous aidera également à vous sentir plein d'énergie et à améliorer votre santé. Arrêtez de lire les courriels si vous n'avez pas l'intention d'y répondre. Je suis parfois coupable de cela. Je vois un courriel arriver et je me précipite pour le lire. Même si je me dis que je vais y répondre plus tard, il reste dans mon esprit et gaspille de l'énergie. Conseil numéro 2, l'illusion des moyennes. Voici une situation hypothétique. Disons que vous dirigez une petite banque privée qui gère l'argent de particuliers fortunés. 2 gestionnaires de fonds, A et B, vous rendent compte. Le gestionnaire A gère l'argent de quelques personnes très fortunées. Le gestionnaire B s'occupe de clients riches, mais pas extravagants. Le conseil d'administration vous demande d'augmenter la masse monétaire moyenne de A et B. Par où commencer? C'est assez simple en fait. Vous prenez un client de A avec une réserve d'argent assez importante, mais pas énorme, et vous le donnez à B à la place. En un seul mouvement, cela fait augmenter la richesse moyenne gérée de A aussi bien que celle de B, sans que vous ayez à trouver un seul nouveau client. Voici une autre expérience qui peut vous prouver que les moyennes sont des illusions et qu'il ne faut pas s'y fier. Supposons que vous et vos 2 meilleurs amis soyez dans une voiture. Vous gagnez 10 000 $ par mois. Un de vos amis gagne 5 000 $ et l'autre gagne un salaire impressionnant de 15 000 $ par mois. Cela signifie que le salaire moyen dans la voiture est de 10 000 $, ce qui n'est pas une mauvaise moyenne du tout. Maintenant, supposons que votre ami s'arrête pour emmener son ami et que cet ami n'est autre que Bill Gates. Que pouvez-vous me dire du salaire moyen dans la voiture en ce moment? La conclusion est donc la suivante. Soyez vigilant si vous êtes un investisseur ou un membre du conseil d'administration
et que tous les chiffres que vous obtenez sur l'entreprise sont des moyennes. Selon la taille de l'échantillon, cela peut ne rien vouloir dire du tout. Conseil numéro 3, le savoir du chauffeur. Après avoir reçu le prix Nobel de physique, Max Planck a fait une tournée en Allemagne pour donner des conférences sur la mécanique quantique. À chaque fois, il donnait exactement la même conférence, comme s'il lisait un script. Son chauffeur, qui l'accompagnait dans chacune de ses conférences, a fini par connaître sa conférence par cœur et lui a proposé un marché. Il lui a dit « Cela doit être ennuyeux de faire le même discours à chaque fois, professeur Planck. Et si je le faisais pour vous à Munich ? Vous pourrez vous asseoir au premier rang et porter ma casquette de chauffeur. Cela nous donnerait à tous les deux un peu de variété. » Planck aima l'idée et ce soir-là, le chauffeur donna une longue conférence sur la mécanique quantique devant un public distingué. Mais à la fin de la conférence, un professeur de physique lui pose une question complexe. Incapable de répondre, le conducteur a trouvé une porte de sortie intéressante. Il a dit « Jamais je n'aurais pensé que quelqu'un d'une ville aussi avancée que Munich poserait une question aussi simple. Même mon chauffeur peut y répondre. » Et il a demandé au professeur Planck de répondre à la question. Cette histoire amusante nous aide à comprendre le savoir du chauffeur. Il y a le vrai savoir et il y a le savoir du chauffeur, c'est-à-dire le savoir des personnes qui ne savent pas grand-chose, mais qui ont appris à se donner en spectacle. Ils ont peut-être une belle voix, sont très éloquents et agréables à regarder, mais cela ne signifie pas qu'ils ont une idée de ce dont ils parlent. De nombreux journalistes et politiciens entrent dans cette catégorie. Mais aujourd'hui, avec Internet et les influenceurs qui apparaissent ici et là, il est plus facile que jamais de trouver le savoir du chauffeur et il est de plus en plus difficile de les distinguer des véritables savoirs. Une personne qui fait bonne figure a tendance à être préférée, même si ce qu'elle dit n'a pas beaucoup de sens. Être conscient du savoir du chauffeur vous aide dans de nombreux domaines de votre vie. Dans votre vie scolaire, faites attention aux professeurs qui aiment plus divertir qu'expliquer. Faites vos recherches au lieu de croire tout ce qu'ils disent. Si vous embauchez, rappelez-vous de tester correctement les candidats pour savoir ce qu'ils savent et leurs compétences dans leur domaine, au lieu de vous laisser impressionner facilement par de belles paroles flatteuses ou une apparence soignée. Votre entreprise a besoin de savoir-faire plus que d'apparence. Essayez de voir derrière les belles paroles de tous ceux que vous considérez comme une autorité, de vos candidats politiques aux experts que vous suivez sur les médias sociaux. Et comment faites-vous la différence ? Les vrais experts reconnaissent les limites de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ne savent pas. S'ils se trouvent en dehors de leur cercle de compétences, ils se taisent ou disent simplement « je ne sais pas ». Maintenant, il n'est pas nécessaire d'être mal intentionné pour faire passer le savoir du chauffeur. Il suffit de croire quelque chose que vous avez entendu ou lu et de sentir que vous devez en informer les autres. Un nouveau régime alimentaire, un fait divers, une opinion politique, une information frappante. Comment faire pour ne pas devenir soi-même un reproducteur du savoir du chauffeur alors ? Facile, restez dans votre cercle de compétences. Soyez très clair avec vous-même sur ce que vous savez et pouvez parler, enseigner, et sur ce que vous ne comprenez pas suffisamment. N'ayez pas peur d'admettre que vous ne savez pas. Une fois que vous avez compris quel type de connaissances vous avez, tenez-vous-en à celle-ci. Il est puissant de jouer dans son cercle de compétences, c'est ce qui vous garantit de gagner la partie. Une petite note avant de passer au conseil suivant. Je prévois de publier une autre vidéo basée sur ce livre. Si vous souhaitez en être informé, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la cloche de notification pour être prévenu. Retour à la vidéo. Conseil numéro 4, biais d'action. Pour expliquer ce biais, laissez-moi vous donner l'exemple du sport le plus populaire au monde, le football. Lorsque nous avons une situation de penalty au football, c'est le joueur contre le gardien de but seul. Dans ce cas, comme le ballon est botté de très près et qu'il n'y a pas d'aide de la part des autres joueurs de la défense, le ballon va tout simplement directement dans le but et il lui faut généralement moins de 0,3 secondes pour y arriver. 0,3 secondes n'est pas suffisant pour que le gardien de but puisse observer la trajectoire du ballon et prendre une décision basée sur des faits. Si vous avez déjà regardé des pénaltys, vous avez remarqué que le gardien de but choisit un côté et plonge vers ce côté, à gauche ou à droite, pratiquement en même temps que le ballon est botté, en espérant avoir choisi le bon côté. Le problème est que parfois, le joueur qui frappe le ballon peut viser le milieu, n'est-ce pas ? Le gardien de but a donc les mêmes chances d'attraper le ballon, soit il plonge à gauche ou à droite, soit il reste immobile au milieu. Mais que font-ils ? Ils sautent. Pourquoi ? Parce que c'est plus impressionnant s'ils bougent, même si c'est du mauvais côté. Au moins, ils ont essayé, non ?
C'est le biais d'action, avoir l'air actif, même si ça ne sert à rien. Nous tombons dans ce piège en médecine aussi. Supposons que vous soyez malade et que votre médecin n'ait aucune idée de ce qu'il se passe. Préférez-vous que le médecin intervienne immédiatement en prescrivant des médicaments ou une intervention? Ou préférez-vous qu'il attende d'être sûr du bon diagnostic? La plupart des patients demanderont tout de suite un médicament, même s'ils ne sont pas sûrs que cela les aidera. En tant qu'être humain, nous préférons tout faire sauf nous asseoir et attendre face à l'incertitude. Alors, que pouvez-vous faire? Lorsque vous vous sentez obligé de faire quelque chose, résistez à l'envie d'agir avant de réfléchir clairement à vos actions. Par exemple, si vous venez de recevoir un peu d'argent supplémentaire et que vous voulez choisir entre 2 types d'investissements mais qu'aucun d'eux ne vous semble intéressant, il est peut-être temps de vous retenir et d'évaluer vos options. Vous n'êtes pas obligé d'agir immédiatement, mais il faut éviter l'inactivité. Qui sait, peut-être qu'une 3e option d'investissement se présentera bientôt et vous saurez que cela valait la peine d'attendre. Parfois, l'inaction est la meilleure action. Conseil numéro 5, biais d'autocomplaisance. S'il vous plaît, je veux que vous fermiez les yeux et essayiez de vous souvenir de 2 situations de votre passé. La première est un test ou un examen dans lequel vous avez vraiment bien réussi. Il peut s'agir d'un examen scolaire ou universitaire, ou même de votre examen de conduite ou d'un entretien d'embauche. C'est fait? Bon, maintenant, je veux que vous vous rappeliez d'une situation opposée à celle-ci. Un examen scolaire que vous avez raté ou une matière scolaire que vous détestiez. Je peux vous dire que je suis sûre de 2 choses. Premièrement, vous vous êtes senti heureux lorsque vous avez réussi ce test, car vous vous sentiez bien préparé et que tout votre travail portait ses fruits. Deuxièmement, vous vous êtes certainement donné une excuse pour avoir échoué au 2e test. Vous vous êtes dit que le test était injuste, que le professeur était une personne malveillante, que la matière était trop difficile. Vous venez d'être victime du biais d'autocomplaisance. Selon ce biais, nous avons tendance à attribuer nos succès à nous-mêmes et nos échecs à des facteurs extérieurs. D'accord, vous avez peut-être quitté l'école depuis un certain temps maintenant, mais le biais d'autocomplaisance est toujours présent. Lorsque vous réalisez un bénéfice sur votre investissement en bourse, vous vous félicitez de vos compétences en matière d'investissement. Mais lorsque votre portefeuille est moins performant, c'est parce que le marché est terrible en ce moment. Si votre mariage va bien, c'est parce que vous êtes un mari ou une femme formidable et aimant. S'il ne va pas bien, c'est parce que votre partenaire n'a pas apporté sa contribution à votre relation. Si vous êtes souvent victime de ce biais, il a des conséquences terribles dont vous ne vous rendez pas toujours compte. Il vous empêche d'assumer la responsabilité des événements négatifs de votre vie. Et si vous n'en êtes pas responsable, vous n'êtes pas en mesure de les changer et d'améliorer les choses. Voici 2 conseils pour vous aider à éviter d'être victime du biais d'autocomplaisance. Valorisez les personnes honnêtes. Vous connaissez cet ami qui est peut-être un peu trop honnête? Gardez-le dans votre entourage. Gardez à l'esprit que honnête est différent de toxique. Les personnes toxiques projettent leurs propres défauts sur vous. Les personnes honnêtes seront douces et prudentes, mais elles vous diront quand même des choses que vous ne voulez pas entendre. N'oubliez pas que vous contribuez toujours à chaque situation que vous traversez. Même si cela n'est que 1%, vous avez contribué à ce qui se passe dans votre mariage, votre carrière ou vos investissements financiers. Admettez d'abord que vous avez pris de mauvaises décisions, que vous avez été trop passif ou que vous avez fait quelques erreurs. Maintenant, tenez-vous pour responsable afin de pouvoir tirer des leçons des situations négatives et faire mieux la prochaine fois. Conseil numéro 6, incapacité à fermer des portes. Il y a quelque temps, j'ai réalisé qu'une de mes meilleures amies jonglait avec 3 emplois. Elle donnait des cours de yoga le matin, avait un emploi de réceptionniste dans une clinique l'après-midi et écrivait des articles de blog le soir. Un jour, elle m'a dit qu'elle envisageait de travailler à côté dans une salle de sport le week-end. « Quoi ?» J'ai réagi. Avec tact, j'ai essayé de savoir si elle avait des difficultés financières et si je pouvais faire quelque chose pour l'aider, car c'était la seule explication à laquelle je pouvais penser. Mais après avoir discuté un peu, le problème est devenu clair. Elle était terrifiée à l'idée de rater des opportunités. Elle m'a dit « Et si j'arrête d'enseigner le yoga et que, dans 2 ou 3 mois, je découvre que le yoga est ma véritable vocation? Et si j'abandonnais l'un de mes emplois et que je découvrais que je suis extrêmement malheureuse sans cet emploi ?» Elle n'était pas inquiète pour les factures. Elle ne supportait tout simplement pas l'idée de devoir choisir.
Pourquoi? Parce que choisir une chose signifie en abandonner 1000 autres. Mais si elle ne se décidait jamais, toutes les options resteraient ouvertes. Peut-être que vous avez déjà fait la même chose. Je sais que je l'ai fait, et je ne peux pas contester le fait qu'avoir plus que quelques options est une bonne sensation. Le problème est qu'en ne choisissant pas, vous diluez vos efforts et finissez par ne rien faire correctement. Mon amie n'a pu se consacrer convenablement à aucun de ses emplois, car elle n'a pu donner à chacun d'eux qu'une petite partie de son temps et de son énergie. Il n'y a pas d'option gratuite dans la vie. Chaque choix a un prix, et c'est un prix que nous devons finir par payer. Les entreprises qui cherchent à s'adresser à tous les clients finissent par ne s'adresser à personne. Les auteurs qui écrivent pour tous les publics finissent par ne pas être lus. Les vendeurs qui courent après tous les prospects ne concluent aucune affaire. Que pouvez-vous faire? Notez ce que vous ne voulez pas faire dans votre vie. En d'autres termes, soyez honnête avec vous-même sur ce que vous voulez, mais aussi sur ce que vous ne voulez pas. Cela vous éclaircira l'esprit et vous aidera à prendre la bonne décision quant aux portes à garder ouvertes et celles à fermer. Brûlez vos vaisseaux. En brûlant vos vaisseaux sur les choses que vous ne voulez pas, vous pourrez vous concentrer sur les principaux objectifs à venir et vous serez plus productif et plus heureux. Conseil numéro 7, encadrer. Considérez ces deux affirmations. A. L'évier est plein de vaisselle. B. Ce serait génial si tu pouvais faire la vaisselle, chérie. Laquelle de ces phrases a selon vous le plus de chances d'amener votre partenaire à faire la vaisselle? L'option B, bien sûr. Dans le mariage, comme dans d'autres situations, si un message est communiqué de différentes manières, il sera également reçu de différentes manières. C'est ce qu'on appelle le cadrage. Voici une expérience qui vous aidera à mieux le comprendre. Des chercheurs ont présenté à un groupe de personnes deux sortes de viande et leur ont demandé de choisir laquelle était la plus saine. A. 99% sans graisse ou B. 1% de matière grasse. Pouvez-vous deviner ce qu'ils ont choisi? Les personnes interrogées ont classé le premier type de viande, A, comme étant le plus sain, même si les deux étaient identiques. Encore plus intéressant, lorsqu'ils ont dû choisir entre A. 98% sans graisse et B. 1% de matière grasse, là encore, la plupart des personnes interrogées ont choisi la première option, même si sa teneur en matière grasse est plus élevée. C'est la façon dont la phrase était formulée qui a influencé leur choix. Dire « sans matière grasse » avec un gros chiffre, 99 ou 98 devant, c'est paraître plus sain que de se concentrer sur la teneur en matière grasse. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est la façon dont vous le dites. En quoi le fait de savoir cela peut-il vous aider à faire de meilleurs choix? Essayez toujours de réaliser que tout ce que vous communiquez contient un élément de cadrage. Si vous choisissez vos mots avec soin, vous communiquerez mieux et atteindrez plus souvent vos objectifs de communication. Chaque information que vous entendez, même si elle provient d'une source fiable ou réputée, est également soumise à cet effet. Soyez donc prudent et analysez les informations que vous recevez selon des perspectives différentes, voire opposées, avant de prendre des décisions importantes. C'est tout pour cette vidéo. J'ai résumé d'autres livres de psychologie que vous voyez probablement sur votre écran maintenant. Si vous êtes intéressé, consultez-les. Merci de votre attention et à bientôt!